Vous pouvez vous asseoir. La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier de l'Institut, chères consoeurs et chers confrères membres de l'Institut, Monsieur le défenseur des droits, cher Jacques Toubon, Monsieur le ministre Frédéric Mitterrand, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs et chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France et je vous remercie de votre présence aujourd'hui sous cette coupole. Je passe sans plus attendre la parole à notre secrétaire perpétuel. Merci, Monsieur le Président. Au cours de cette séance, Monsieur Régis Campo, qui a été élu le 17 avril 2017 au fauteuil de notre regretté confrère Charles Chesne, sera officiellement installé comme membre de la section de composition musicale de l'Académie des Beaux-Arts. Qu'il me soit d'abord permis, au nom de toute la compagnie et en mon nom, d'adresser les meilleurs vœux de rétablissement à Odette Chesne, qui se faisait une joie d'être avec nous aujourd'hui et qui est souffrante et qui, en plus d'avoir été la merveilleuse épouse de Charles Chesne, est une excellente musicienne, une grande pianiste. Notre protecteur, le président de la République, ne pouvant malheureusement pas assister à cette séance, m'a chargé, ce que je fais avec plaisir, de transmettre ses plus chaleureuses félicitations et celles de son épouse à Régis Campo. Sans présager des mots que prononcera dans un instant notre confrère Michael Levinas, qui vous recevra sous cette coupole, je veux déjà vous dire, cher Régis, combien nous sommes heureux et fiers de vous accueillir dans notre compagnie. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Vous avez en effet choisi, cher Régis Campo, notre confrère Michael Levinas pour vous recevoir sous cette coupole. C'est donc lui que j'appelle maintenant à la tribune. L'aube commence à poindre. Qu'est-ce que le courant d'un siècle? Ce serait un moment de mutation majeure, un temps de passage qui m'évoque à bien des égards, dans son éternel retour, le mouvement giratoire de notre planète, le crépuscule, le soir et l'aube du nouveau jour venu. Autrement dit, le siècle nouveau. Il est comme une aube qui pointe. Ainsi va la marche du temps, striée par l'étrange scansion des siècles qui naissent, meurent et renaissent. Cher Régis Campo, en vous recevant aujourd'hui sous la coupole, l'Académie accueille un compositeur qui aura traversé dans sa prime jeunesse ce tournant du siècle. Le XXe siècle aurait été celui où l'artiste créateur témoigne de la plus haute expression de notre civilisation moderne. Mais au seuil du XXe siècle, qui laisse derrière lui tant de consciences tourmentées par une raison européenne qui se croyait triomphante, l'espoir pour l'humanité a été soumis à une difficile désorientation à laquelle n'a pas échappé le monde de l'art et des modernités. Le désastre de deux guerres, de deux totalitarismes, l'écroulement du mur de Berlin et la fin des idéologies ont infléchi notre rapport au monde, à l'histoire et à notre confiance inconditionnelle au progrès. Nous autres artistes en avons pleinement conscience. Vous êtes aujourd'hui reconnu comme un compositeur majeur. Vous êtes un créateur résolument libre et indépendant de tout dogmatisme
historiquement daté, et c'est une immense force. Vous poursuivez votre création dans l'éclat de la jeunesse du siècle qui est pleinement le vôtre, un 21e siècle qui n'a même pas encore 20 ans, que vous construisez, crépuscule après crépuscule, aube après aube. Vous croyez en une modernité dont le vecteur est l'utopie. Pour faire écho à la fraîcheur de cet élan utopiste, permettez-moi de citer le philosophe Walter Benjamin. L'œuvre d'art peut servir à déterminer le progrès authentique, là où quelque chose de véritablement nouveau se fait sentir pour la première fois avec la sobriété de l'aube. Cher Régis, un destin de musicien se dessine souvent très tôt, dès l'aube précisément. Vous êtes venu au monde le 6 juin 1968, dans la musique, un peu comme Arthur Rubinstein, qui dans ses mémoires raconte qu'il est né dans son piano. Vous êtes né au bord de la Méditerranée, à Marseille. Permettez de citer l'extrait qui a retenu votre attention. Amour de ma mère, jamais plus. Elle est en son définitif berceau, la bienfaitrice, la douce dispensatrice. Jamais plus, elle ne sera là pour me gronder si je me fais des idées. Jamais plus, là pour me nourrir, pour me donner vie chaque jour, pour me mettre au monde chaque jour. Votre mère était ce qu'on appelle une mélomane passionnée, émotive à l'extrême, à l'écoute des opéras, dont elle vous faisait partager sa manière très concentrée et religieuse d'écouter de la musique selon vos propres termes. Vous dites que dès le berceau, elle vous faisait entendre ce fameux air de Wolfram dans l'acte 3 de Tannhäuser, « O du mein holder Abendstern ». Et vous précisez que depuis toujours, vous avez gardé à l'oreille cet air de baryton avec ce sol majeur si triste. À 3 ans, vous étiez déjà fasciné par Scheherazade de Rimsky-Korsakov, ainsi que par l'ouverture du Vaisseau fantôme de Wagner. Autant d'exemples qui prouvent, si tant est que ce fut nécessaire, votre ancrage dans une modernité qui commence au XIXe siècle, caractérisée par les grandes formes narratives, par le lyrisme et par les multiples possibilités offertes par le système tonal. Plus tard, vous vous passionnerez pour Berlioz, votre figure d'identification lorsque vous aurez 14 ans. Vous m'avez confié qu'à cette époque, vous vous preniez pour Berlioz, compositeur dont nous partageons des enjeux fondateurs tels que l'allégorie du son, la vocalité instrumentale, le rapport au souffle, au corps, l'imaginaire du son. Son n'est pas moins de 31 pièces avec laquelle vous décidez de quitter Marseille. Maintenant, tu pars, va à Paris, vous a dit Georges Boeuf. Parole impérative et prophétique, prononcée par votre premier maître. Nous arrivons naturellement au second moment, à la seconde étape de votre formation. Nous sommes en 1993. Pour un compositeur dont le talent était déjà confirmé, Paris ne pouvait pas signifier autre chose qu'entrer au Conservatoire national supérieur de musique. Mais qui dit talent dit aussi personnalité réfractaire à un enseignement trop systémique et doctrinaire. Vous êtes jeune
et déjà vous fuyez une vision de la musique dont le bien fondé repose uniquement sur des présupposés historicistes et avant-gardistes. Après un passage d'une année dans la classe d'Alain Bancard, votre refus du système des quarts de ton, qui va jouer un rôle important par la suite dans votre langage, et après tant d'hésitation, vous choisissez de rejoindre la grande classe de Gérard Griset, un des fondateurs du courant spectral, membre de l'ensemble itinéraire. Est-il besoin de rappeler que Gérard Griset, fut un de mes plus proches amis et complices artistiques, en dépit de nos normales divergences? Nous étions ensemble dans les classes d'écriture, d'accompagnement, de composition chez Messiaen. Nul doute que vous avez fait alors un choix fondé, motivé en partie par ce que j'appellerais la poésie, l'évidence harmonique, par ce qui commande le rapport entre le son et le temps. Ce n'est pas un hasard si dans votre livre d'entretien, vous retenez une citation de Griset extraite de ses écrits. Spectral ou non, ce qui est essentiel, c'est de savoir non seulement où l'on se situe dans l'échelle des timbres, mais encore dans l'échelle du temps. Il n'empêche que votre dialogue avec Gérard Griset s'avère tendu et contradictoire, notamment autour de la question de la mélodie et de la polyphonie. J'y reviendrai. Mais permettez-moi de penser que ces tensions au tournant du XXIe siècle furent fécondes, inévitables et stimulantes. Elles vous permirent d'élaborer un langage harmonique et une exigence acoustique, tout en prenant vos distances avec certains présupposés des processus spectraux que vous ressentiez comme intangibles et par conséquent inadaptés à votre personnalité, tout cela au cœur d'un contexte extraordinaire. Le nouveau conservatoire de la Cité de la Musique, qui au tournant du siècle s'ouvrait sur un phénomène de mondialisation inédit des courants esthétiques et des cultures, qu'il sut reconnaître, accueillir et intégrer avec exigence et générosité. Là, je dois dire qu'il n'y avait plus rien à envier à d'autres grandes plateformes comme le Lincoln Center et autres lieux. Une révolution était en train de naître que j'ai moi-même vécue en tant que professeur à cette même époque. Révolution et mutation qui allait dans le sens du tournant du siècle et qui en épousait la forme et qui en déterminait les nouveaux contenus. Ce tournant du siècle, vous le décrivez vous-même dans vos entretiens avec Thierry Vagne au chapitre 6, intitulé ironiquement « Musique contemporaine, la valse des étiquettes ». Vous plaçant sous l'autorité d'Olivier Messiaen, vous écrivez, je lis un extrait, « Olivier Messiaen, sans doute, quand il déclarait que la plus grande invention musicale du XXe siècle était le magnétophone, avait raison. Les compositeurs ont pu ainsi écouter, réécouter des musiques éloignées d'eux, tant dans le temps que dans l'espace. Ils ont pu se rendre compte qu'il y avait en quelque sorte une polyphonie d'esthétique que l'on avait su sur différents continents de musique bien différentes, des plus tonales aux plus atonales, et l'avènement d'Internet a bien sûr contribué à cette conscience planétaire. Les jeunes compositeurs nés dans les années 80 et 90 sont de bien plein pied dans cette évolution. Vous dites, ma génération, elle, a un pied dans le 20e et un autre dans le 21e. L'accès
à une multitude différente via Internet est fondamentale. Cela change complètement l'oreille du compositeur. C'est page 85, c'est la fin de la citation. On ne saurait mieux décrire, pour un musicien, le tournant technologique du siècle, que vous accueillez pourtant avec gratitude, alors même que dans votre métier de compositeur, vous restez fidèle à un artisanat furieux. Faut-il rappeler que, comme nous tous, vous admiriez que Gérard Griset, le grand cycle des espaces acoustiques, composé entre 1174 et 1985, notamment modulation, qui faisait la démonstration de la cohérence du système spectral. Mais déjà, vous ressentiez le poids du système, qui devenait dogmatique pour votre génération. L'affrontement avec Griset, grand compositeur, grand professeur, était donc nécessaire et initiateur. Entre 1996 et 1998, Gérard Griset entreprendra de faire évoluer son langage en écrivant une œuvre tristement prémonitoire pour voix et orchestre, 4 chants pour franchir un seuil. Gérard Griset décédera prématurément en 1998 sans avoir entendu ces 4 chants. Et oui, il ne passera pas le tournant du siècle. Mais Griset savait. Il y a un au-delà du système. Ce que j'avais appelé, dans un de nombreux échanges, l'idée musicale, comme dans le tableau de Magritte, l'oiseau de ciel. Interprétation littérale du surréalisme, au-delà du réalisme, qui n'est pas sans rapport avec votre aspiration à l'utopie, à savoir un lieu au-delà du lieu. Si je devais résumer les préoccupations compositionnelles significatives des tensions inhérentes au choc des générations et du passage au XXIe siècle, dont votre échange avec Gérard Griset me semble exemplaire, j'insisterai plus particulièrement sur la question de l'identification de l'œuvre par le timbre, dans sa pure matérialité. L'idée que la forme d'une œuvre est générée radicalement par la logique acoustique du timbre, considérée comme la cellule génératrice, fut vécue pour vous, et à juste titre, comme un avatar sériel, ou plutôt comme l'accomplissement d'une autre utopie qui avait tant marqué des générations, de Boulez à Gérard Griset et Tristan Muraille. Moi, beaucoup moins. Utopie de l'unité parfaite entre le micro et la macrostructure, idéale d'une nature entière et cohérente. Plusieurs courants de la création musicale que vous admiriez avaient convergé vers ce moment de retour à la perception d'une unité indivisible et de la terrible intelligence du timbre. Nous pensons tous à Stimmung de Stockhausen en 1968, l'année de votre naissance. Stimmung, qui fut un véritable choc, est l'objet d'un cours magistral de Stockhausen à Darmstadt en 1972. Et là, je fais un petit aparté personnel qui n'a cessé dans ma vie de m'évoquer le célèbre cours de Davos entre Cassirer et Heidegger. Tout comme les compositeurs de ma génération, vous n'avez pas échappé à la fascination qu'exerçaient les œuvres de Ligeti, Xenakis, Chelsea ou Messiaen, sans compter les rencontres décisives avec Henri Dutilleux et Edison Denisov,
en 1994-95, l'année où vous obtenez brillamment votre prix de composition au CNSM, Denisov vous conseille de suivre votre route personnelle et vous dit surtout n'écoutez aucun conseil de mandarin. Qui sont ces mandarins? On en parlera un jour. Vous avez votre style. J'en reviens au troisième moment. Après votre prix de composition et juste avant votre départ de Rome en 1999, comme pensionnaire à la Villa Médicis, votre carrière démarre de manière fulgurante. Tout ira très vite. Vous composez des œuvres où vous affirmez résolument votre personnalité. Les commandes et les prix se succèdent. Citons Comédia pour 19 musiciens, qui sera créé en 1996 en Hollande, œuvre pour laquelle vous recevez le prix de la Fondation Godeamus. La même année, vous remportez les 3 prix du concours Henri Dutilleux. Le premier, le prix du public, le prix spécial pour jeunes compositeurs pour votre quintette de cuivre Exulta Jubilate. Le jury était présidé par Henri Dutilleux lui-même et Mstislav Rostropovitch. Vous nous avez confié que votre seule ambition, en vous présentant à ces concours, fut de rencontrer Henri Dutilleux. En 1997, ce sera le concerto pour violon, une nouvelle commande de la Fondation Godeamus, et notre académie vous remet le Grand Prix Pierre Cardin. En 1998, c'est fondamental. Vous rencontrez celui qui sera votre nouvel éditeur après Le Chant du Monde, notre cher Pierre Lemoine, l'Hénochéen, le membre de la société hénochéenne, unique dans le monde. Et vous inaugurez votre futur catalogue avec un nocturne de violoncelle intitulé Joy. Ces accélérations et successions d'événements sont une véritable initiation dans la vie d'un artiste créateur, des moments de grâce. Et puis, l'année 1999 arrive, qui sera, d'une part, celle de votre départ pour Rome. Hélas, c'est aussi l'année d'un immense deuil, la mort de votre mère, qui restera sans consolation, Régis. Et elle vous aura néanmoins accompagné jusqu'au seuil de ce qui s'annonçait déjà comme le véritable accomplissement de votre œuvre artistique. Vous vivez les 2 années romaines comme l'apprentissage d'une nouvelle liberté. Contrairement à Berlioz, auquel vous vous identifiez, c'est à la Villa Médicis, dirigée alors par Bruno Racine, que vous découvrez un monde artistique intellectuel reposant sur des critères aux antipodes de ce que vous appelez le carcan parisien et Beaubourg. C'est à Rome que vous rencontrez le compositeur italien Ennio Morricone, qui vous fait découvrir sa musique et un rapport à l'image qui marquera aussi le compositeur d'opéra que vous êtes et le futur enseignant que vous deviendrez. Vous n'avez jamais caché votre intérêt pour la musique de film qui remonte à votre enfance et vous n'hésitez pas à rendre hommage aux figures emblématiques de ce genre. Avec cet amour de la musique de film, écrivez-vous « Je suis attiré par l'éclectisme, la versatilité, l'efficacité des grands compositeurs pour le cinéma comme Bernard Herrmann ou Morricone, qui ont été des modèles d'inventivité permanente. » De mon côté, je vous avoue, je ne suis pas de votre génération, je pense à un membre éminent de notre académie qui était Georges Auric. Georges Auric, vraiment très très grand créateur. Vous rentrez à Paris à la fin de l'année 2001, qui inaugure une 4e étape décisive. Vous succédez à votre premier maître, Georges Boeuf, comme professeur de composition au Conservatoire de Marseille, votre ville natale. Vous renouvelez les méthodes d'enseignement
de composition qui préfigure ce qui passera plus tard au CNSM, notamment sous l'égide de Bruno Mantovani. Cette liberté conquise à Rome, ainsi que la responsabilité qui vous a été confiée de transmettre à vos tours, vous ont conduit à creuser encore davantage votre voie. Le débat avec l'école spectrale était loin, pour ne pas dire révolu. Vous étiez convaincu depuis longtemps que vous ne pouviez pas ramener le musical à sa seule identité du timbre, conscient que les invariants de la musique, ainsi que les relations du musical avec la langue, avec les langues, avec la mélodie, les mélodies, ont permis, durant des siècles, la musique, transmettre la musique par la langue, bien avant la Renaissance, les transcriptions, la transmission des œuvres par la seule écriture et notation. Certes, la situation musicale des années 90 nécessitait des refondations et il est toujours dangereux de tracer des lignes géométriques avec de nouvelles appellations de courants, de regroupements esthétiques. Mais le point d'achoppement avec un certain type de musique contemporaine était symptomatique. Comment caractériser l'entre-deux siècles compositionnel dont vous êtes, cher Régis Campo, un éminent chef de file? Vous redonnez force, vigueur, autonomie à la question de la mélodie et à ses origines. Vous développez la polyphonie, la structure des gammes et des échelles. C'est ainsi que vous créez aussi la polyphonie. Il s'agit d'échelles diatoniques, dites-vous, évoluant selon le principe de la modulation, je dirais l'altération, que l'on trouve déjà chez des compositeurs qui ont eu affaire au système tonal et qui l'ont repensé, je pense à Bartók et Ligeti. En redonnant à la mélodie une place centrale, en vous préoccupant de la structure des textes, en privilégiant des invariants et des universaux, vous composez naturellement pour l'orchestre symphonique, dirigé par des chefs prestigieux tels que Kent Nagano et de grands solistes interprètes comme Zoltán Kocsis, Félicité Lotte, Mireille Delunch ou le violoncelliste Peter Vispelé, cependant que de grands ensembles de musique contemporaine tels que l'EIC, TM+, 2E2M, le London Sinfonietta, l'Ensemble moderne de Francfort, le New Ensemble d'Amsterdam programment également votre musique. Votre entre-deux siècles décloisonne les murs des chapelles solidement bâties et figées dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est ce que vous appelez, avec modestie, votre éclectisme. Vous avez su développer une carrière internationale avec authenticité et en suivant votre voie, comme vous l'avez conseillé jadis Edison Denisov. Cher Régis, il m'est difficile ici même, sous la coupole, de résumer votre catalogue comportant plus de 300 opus. Je voudrais évoquer rapidement, pour terminer, 5 d'entre eux. La création de Pop Art, 2002. Un opéra intitulé Les 4 jumelles sur un texte de copie en 2008, que vous avez composé la même année que le Bestiaire pour soprano et orchestre, d'après les poèmes de Guillaume Apollinaire. Votre second opéra, Key West, en 2014, d'après la pièce de Coltès sur un livret de Christian Frédéric et Florence Doublé. Et enfin, oh mon Dieu, c'est plein d'étoiles. Une œuvre d'orchestre créée ici même sous la coupole en 2014. Pop Art a représenté pour vous une expérience quasi théorique qui aurait valeur de manifeste, comme si la découverte du courant
dit pop art par Hamilton en 1957, avait révélé une conception de la modernité plus enclin à l'éphémère, au populaire, au dérèglement des mécanismes, au glamour, au risque de contrarier vos habitudes d'écriture, comme un sourire adressé à la modernité. Je vois là le tableau de Frans Hals, le sourire que vous aimez, le sourire qu'aimait Messiaen quand il parlait de Mozart. Mais c'est un sourire qui me rappelle tout de même la relation entre le majeur et le mineur, qui est tout de même un élément très très important des affects. Et vous avez bien sûr travaillé sur la question des affects un peu autrement. Avec la création des 4 jumelles, opéra, qui explore les dimensions cubistes de la langue française, notre langue immortelle, et avec Key West, où vous explorez le découpage cinématographique en séquences, en vous détachant du sens du texte de Coltès pour explorer un au-delà du sens, là où le vrai mythe théâtral, selon vous, serait les lieux dans lesquels se déroule l'action, vous êtes devenu un grand compositeur d'opéra amoureux de la langue. Et avec Le Bestiaire et votre rencontre d'exception avec la chanteuse Félicité Lotte, vous renouez avec la grande tradition mélodiste française. Ici, vous vous inscrivez dans l'héritage de Francis Poulenc, cherchant l'évidence du monde de l'enfance, sa limpidité, alors même qu'il s'agit en définitive de vous confronter à la souffrance humaine. Cette fois, le sourire adressé à la modernité est un sanglot étranger. Écoutons Félicité Lotte.
Cher Régis, l'Académie, avant de vous élire au fauteuil de Charles Chêne, qui fut aussi celui de Marius Constant et d'Olivier Messiaen, vous a attribué le prix de commande de la Fondation Simone et Cino del Duca. Et vous écrivez une œuvre d'orchestre qui a été créée en 2014 sous la coupole. Il s'agit de « Oh mon Dieu, c'est plein d'étoiles », une œuvre d'orchestre dédiée à notre regretté Jean Prodromides. Le titre fait référence au film de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace, notamment à la dernière réplique énigmatique de l'astronaute Dave Bowman juste avant de pénétrer dans le monolithe noir de l'extraterrestre. « Oh my God, it's full of stars ». « Oh mon Dieu, c'est plein d'étoiles ». Référence explicite à un au-delà utopiste, certes surréaliste, mais dans lequel on peut lire et entendre un élan métaphysique et religieux. Vous me faites l'honneur de me rencontrer sur la notion du buisson ardent, qui est fondatrice de l'acte de création et que j'avais évoqué lors de mon discours de réception sous la coupole en juin 2011. Notion qui recoupe celle de révélation et d'émerveillement. Il y aurait, dans une œuvre d'art véritable, par-delà les systèmes d'écriture, un endroit névralgique où celui qui s'y place entend la raison d'être de l'œuvre comme métaphore du buisson ardent. Le créateur inspiré serait le seul à voir ou entendre le buisson ardent au moment de la révélation. En écoutant vos œuvres, je me retrouve souvent en cet endroit. Cher Régis, pour conclure, permettez-moi de rappeler que vous êtes né juste quelques jours après l'installation de Messiaen dans le fauteuil que vous allez désormais occuper, celui de notre regretté compagnon Charles Chêne. Olivier Messiaen aimait tout particulièrement chanter un passage de la damnation de Faust. Le passage où Méphisto dialogue et propose à Faust un pacte afin que ce dernier retrouve l'espoir, la jeunesse et l'amour. Souvenir éblouissant pour moi. À cet endroit précis, Messiaen imitait avec sa voix les cuivres de l'orchestre de Berlioz. Rien qu'une signature, dit Méphisto. Votre amour des œuvres, votre amour des cuivres, effrayant, violent, comme la copie du tableau de Rembrandt qui vous impressionnait, que vous admiriez dans votre enfance, l'homme au casque d'or, ne doit pas vous faire oublier que votre talent ne doit rien au diable, au prédicateur de toute obédience. Vous vous êtes approprié, depuis vos études de philosophie, la phrase célèbre de Nietzsche, extrait d'Ainsi parlait Zarathustra, et vous y êtes heureusement resté fidèle. Tu dois devenir le compositeur que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Vous n'avez eu besoin ni de pacte, ni de signature. Vous êtes d'ores et déjà un immortel. Soyez le bienvenu parmi nous. C'est toujours des interventions
Merci.